Déni, reconnaissance, repentance, pardon. Elle est longue, la liste des mots pesés et sous-pesés par les derniers présidents pour parler de la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, alors que les 60 ans des accords d'Évian marquant la fin de la guerre seront célébrés en pleine campagne présidentielle au mois de mars. Emmanuel Macron ne cesse de revenir sur cette mémoire à vif. Mais comment cet ambitieux chantier de la mémoire parle-t-il aux harkis, aux pieds noirs, aux indépendantistes et à leurs descendants dans cette campagne qui démarre de façon très clivée entre un Éric Zemmour, lui-même enfant de pieds noirs, et d'autres qui comparent les violences policières aux crimes de 61? Pas facile de parler dans la subtilité. C'est pourtant ce que nous allons faire avec Emmanuel Blanchard, historien, spécialiste de la guerre d'Algérie, et Victor Bourry, qui a suivi l'écho de ce sujet brûlant sur les réseaux sociaux où chaque camp se retrouve. Et cela spécialement depuis le 30 septembre. Ce jour-là, Emmanuel Macron reçoit dans les jardins de l'Élysée 18 jeunes chargés de lui faire des propositions pour apaiser les mémoires de la guerre d'Algérie suite au rapport Stora. Quelques photos, dont celle-ci, postée sur le compte Twitter du président où il présente ces jeunes, un descendant de harkis, d'indépendantistes, de rapatriés, de juifs d'Algérie, d'appelés, de militaires, d'immigrés. Bref, il fait attention à n'oublier personne et les remercie de l'échange. Sauf que, et c'est là le rebondissement, cet échange va susciter les foudres du pouvoir algérien après qu'un journaliste du Monde rapporte 2 phrases du président. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française? Ça, c'est la question. Et celle-là aussi, la nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle. Tout le problème est là. Puis il précise qu'il ne parle pas de la société algérienne, mais du système politico-militaire qui, attention, s'est constitué cette rente mémorielle en réécrivant l'histoire. Ces propos entraînent immédiatement une riposte d'Alger qui, 1, rappelle son ambassadeur et 2, interdit le survol de son territoire aux avions militaires français qui se rendent au Sahel. En Algérie, le journal El Watan qualifie ces propos d'Emmanuel Macron de dérapage. Et en France, Victor Bourry, comment ces propos sont-ils reçus? On a vu Emmanuel Macron énumérer toutes ces communautés et leurs descendants. Comment ils les reçoivent, ces phrases? On assiste à des échanges et des débats qui sont essentiellement au sein de ces communautés et sur leur histoire. On le voit dans le nuage de mots qu'on a ici, avec les termes de colonie, d'injuste, de dictature, qui font bien écho à ces histoires liées à ces communautés. Ça veut dire qu'en fait, malgré le, entre guillemets, clash avec l'Algérie, que j'ai expliqué, ça ne concerne qu'une petite communauté de gens concernés. Et on voit qu'au fur et à mesure, jour après jour, on a une grande majorité de personnes qui, n'étant pas concernées, au départ, s'étaient pas exprimées dessus. Et donc, on assiste à des commentaires, en fait, des différents faits d'actualité et de déclarations du président. On le voit dans les mots d'avion, de rappel de l'ambassadeur, où en fait, il y a une forme de surprise par rapport à ces événements. Ouais. Alors, Emmanuel Blanchard, du coup, cet incident, il pose une question qui est-ce voulu, est-ce qu'Emmanuel Macron a voulu, selon vous, envoyer un message avec ces phrases qui sont prononcées hors caméra, mais quand même un journaliste assiste à l'échange, et si oui, est-ce que c'est des phrases destinées à la France, puisqu'on voit bien qu'il y a cette phrase sur la nation algérienne qui s'est constituée grâce à la colonisation. Est-ce qu'il est dans le débat franco-français ou est-ce qu'il parle à l'Algérie avec l'histoire de la rente mémorielle? Il y a 2 choses qui sont évidentes. De tels propos ne pouvaient que froisser le pouvoir algérien, et il était sûr qu'il y aurait des réponses à de tels propos, et des réponses qui pouvaient bien sûr chercher une escalade sur le plan diplomatique, puisque Emmanuel Macron avait considéré que les questions mémorielles relevaient de la diplomatie, ce qui est un choix pour le moins étonnant, puisque les mémoires des 2 sociétés sont forcément clivées. Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait que ça se fasse ensemble, c'est ça, que ce soit un travail conjoint? En tout cas, il considérait que dans le rapprochement entre la France et l'Algérie, du point de vue diplomatique, il pouvait insérer ces questions mémorielles. Ce qui, encore une fois, est un choix étonnant. La deuxième chose qu'on peut dire en tant qu'historien, c'est que je ne sais pas sur quel plan s'est placé Emmanuel Macron, mais en tout cas, il ne pouvait pas prétendre à la justesse historique. Il a effectivement eu des propos où il donnait l'impression de se placer au-dessus de la mêlée, alors même que ce qu'il affirme avec force peut être reçu en Algérie, par exemple la question de la rente mémorielle. Cela a été signalé par des historiens algériens
depuis des années. La société algérienne, quelque part, refusait aussi la façon dont la guerre d'indépendance est patrimonialisée. Oui, en donc revanche, là c'est un fait, on va dire, voilà, du moins admis. reconnu, pas admis, pas, voilà. Et en revanche, alors... En revanche, il a aussi cherché à trianguler d'une certaine façon. Il a cherché à régler des comptes avec la Turquie, en considérant que l'Empire ottoman était une puissance coloniale, alors que tous les historiens qui travaillent sur cette époque disent que, bien sûr... effectivement que la Turquie s'est fait oublier, en fait, voilà. Que la France reste le seul colonisateur. Voilà, c'est ça. Donc, en s'interrogeant sur l'existence d'une nation algérienne, du point de vue diplomatique, il franchit une ligne rouge, et du point de vue historique, on peut dire qu'il rend une très mauvaise copie, puisque bien sûr que les nations telles qu'elles existaient à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, n'avaient pas la forme, n'avaient pas la même prégnance. Donc il faut, il relie l'histoire à l'aune de critères actuels. Il est en plein anachronisme. Voilà, des anachronismes, on en voit beaucoup en ce moment. Alors on a entendu votre lecture sévère, on va dire, d'historien sur du moins les propos et la justesse du propos d'Emmanuel Macron, qui vous dit avait sans doute une intention. Il ne s'exprime pas pendant quelques jours, mais face à la relation très tendue avec Alger, il s'exprime en marge d'une interview. Moi, j'ai le plus grand respect pour le peuple algérien et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. Après, nous avons enclenché un travail. Et donc, on se dit des choses qui ne sont pas agréables pour nous-mêmes. Je ne nous ai pas ménagé avec notre propre histoire. Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement, parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer. Il y a sans doute des désaccords. La vie, c'est fait pour parler des désaccords et aussi les partager. Et donc, il y aura immanquablement d'autres tensions. Voilà, il y aura d'autres tensions. On connaît le proverbe, on ne fait pas une omelette sans casser d'œufs. Et bien là, ce serait plutôt, on ne fait pas un chantier mémoriel sans créer des tensions. Que pensez-vous de son commentaire ? Dans un premier temps, j'ai l'impression que justement, il cherche un peu à rétropédaler dans le sens où il considère que ce chantier mémoriel est avant tout un chantier français, un chantier national, d'une certaine façon. Ok, donc là pour vous, il rétropédale en se reposant, parce que même s'il dit, ça crée des tensions, il y en aura immanquablement, il réévoque des tensions plutôt dans un contexte franco-français, c'est ça ? Dans un premier temps. Dans un second temps, il essaie de se positionner d'une certaine façon, encore une fois, c'est pas mon métier, mais en personne qui parle franc, et quand on parle franc, on crée des tensions. Tout simplement, il se positionne dans une histoire où les sujets de mémoire et d'histoire de la guerre d'indépendance ont forcément été clivants entre les deux États, puisqu'il y a des demandes et des attentes qui sont fortes du côté algérien, qui ne sont pas des attentes de mémoire, qui sont des attentes de reconnaissance et des attentes de réparation. Et donc, tant qu'il n'y aura pas cette reconnaissance et ces réparations, d'une certaine façon, forcément, vouloir amener le gouvernement algérien sur la question de la mémoire, c'est une façon de ne pas répondre. Le contexte de la campagne, pour vous, il pèse ou pas là ? Certes, vous êtes historien, mais enfin, quand même, vous connaissez bien le sujet, ce travail sur la mémoire. Vous vous dites là, il est en campagne. On sait que ce sujet, il arrive toujours dans les campagnes. Ou vous vous dites, il continue son travail entamé. Depuis qu'on est passé au quinquennat, une élection présidentielle sur 2 concorde avec les commémorations de la fin de la guerre d'indépendance algérienne et l'émergence de ce nouvel État algérien. Donc effectivement, ce sujet est forcément un des sujets de la campagne, même si c'est pas forcément le sujet qui est le plus attendu par la plupart des électeurs, des électrices. Mais pour les personnes en campagne, pouvoir parler à des communautés organisées, pouvoir parler à des associations, c'est important. Et parce qu'il y a l'association de Harki, c'est exactement. très organisé. Et alors justement, vous dites, c'est pas forcément le sujet attendu par les Français, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, à peu près au même moment, quelques jours avant, il avait demandé pardon au Harki, un pardon cette fois dans un cadre très officiel, juste avant la journée en hommage au Harki, un pardon qui poursuit un travail entamé par ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. On va voir, comme vous le disiez, que c'est vraiment un passage obligé. Alors à tous les harkis envers lesquels la France a une dette, je dis au nom de la République que la France leur doit réparation. Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Nous n'oublierons pas.
Alors, on a beaucoup présenté finalement Emmanuel Macron comme allant plus loin que ses prédécesseurs en demandant pardon. Mais si je vous écoute bien, celui qui parle de réparation, c'est Nicolas Sarkozy finalement. Alors, est-ce qu'il y a une vraie évolution? Est-ce qu'il va vraiment plus loin que ses prédécesseurs ou pas entre ces mots réparation de Nicolas Sarkozy, responsabilité de François Hollande et pardon d'Emmanuel Macron vis-à-vis des harkis là? Alors des propos, des dispositifs, des hommages à ceux qui sont appelés les harkis, effectivement on pourrait en faire toute une histoire. Je crois que les propos qu'il a tenus étaient des propos qui étaient attendus et qui ont été bien reçus par ce qu'on peut appeler la communauté harki organisée. Mais ce qui est surtout attendu, c'est le contenu concret des réparations. Et le contenu concret des réparations, cela prend forcément une forme de politique. Une forme politique qui ne va pas simplement dans des indemnisations individuelles d'un tort subi. Et ce tort, est-ce qu'on le répare par des indemnités individuelles ou est-ce qu'on essaie de le réparer en faisant en sorte que les descendants de ces personnes puissent bénéficier de politiques qui, d'une certaine façon, viennent contrecarrer un certain nombre de pertes de chance et viennent les réintégrer pleinement aussi mais on voit bien dans le qu'on récit n'est clairement national. pas dans le débat là. On n'est vraiment pas Voilà. du tout clairement. On est Alors, dans la politique peut-être purement mémorielle, effectivement. Voilà, à l'époque de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, effectivement, il parle de réparation, il est peut-être plus concret. Je ne sais pas à quoi c'est lié et pourquoi. Est-ce que là, pour le coup, c'est un vrai choix politique entre les deux, entre Nicolas Sarkozy qui parle de réparation et Emmanuel Macron qui est dans un chantier purement mémoriel, non? C'est une stratégie politique, là? Je ne sais absolument pas ce que Emmanuel Macron va décider comme politique concrète en faveur des descendants de harkis. Donc de ce point de vue-là, Mais vous notez quand même qu'effectivement, on est dans quelque chose purement mémoriel, quoi. on peut noter que le cadre qu'a choisi le président de la République sur toutes ces questions est avant tout un cadre mémoriel. Puis là, cette année, il y a un autre anniversaire particulièrement important où Emmanuel Macron était très attendu. C'est l'anniversaire du 17 octobre 1961, où lors d'une marche pour l'indépendance de l'Algérie organisée par le FLN, des policiers abattent et jettent dans la Seine plusieurs dizaines de personnes. Après des années de déni et de chiffres maquillés, pour la première fois en 2012, François Hollande écrit dans un communiqué « La République reconnaît avec lucidité ses faits ». Et là, pour les 60 ans, c'est les 60 ans, un anniversaire important, Emmanuel Macron était donc attendu et il parle, les temps changent, cette fois-ci c'est dans un tweet où il reprend d'abord les mots de François Hollande, lucidité et responsabilité, et il ajoute « Les crimes commis la nuit du 17 octobre 1961 sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables. Aux victimes, nous rendons hommage ». Alors ce mot inexcusable a été extrêmement commenté parce qu'il ne demande pas pardon. C'est un vrai sujet ou une fausse polémique, là, Emmanuel Blanchard, selon vous? Ça, il faut le demander aux représentants des associations. Il n'y a pas que les représentants des associations, il y a aussi les commentateurs politiques. On est en phase de pré-campagne sur la question comment ça va se d'identité. Il faut demander à qui, on voit une forme d'habileté du président de la République qui essaie de ménager d'une certaine façon. Voilà. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Le président de la République est allé beaucoup plus loin que ses prédécesseurs. Oui. De ce point de vue-là. Et là, on le voit clairement avec François Hollande. Là, il n'y a pas photo. Là. Il s'est passé quelque chose. Après, on peut commenter mot par mot, noter ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Ceux qui sont présents, c'est par exemple cette référence à Maurice Papon, mais aucune référence à la chaîne d'autorité au-dessus de Maurice Papon, puisque Maurice Papon est resté en poste. On peut aussi noter, et c'est ça qui du côté algérien est particulièrement noté, qu'il n'y a aucune référence à la situation coloniale. Donc, il y a une reconnaissance, le mot République est utilisé quand même jusque dans le tweet. En revanche, l'analyse reste partielle. L'analyse reste partielle. Alors, cela dit, vous l'avez dit, il va plus loin. Victor Bourri, comment c'est reçu, là, pour le coup, par les uns et les autres, voire les Français lambda et non concernés par le sujet, parce qu'on a beaucoup annoncé à l'avance cette commémoration. On voit qu'il y a bien un avant, un après, et à partir de la date du 17, on a des discussions et des débats qui sont beaucoup plus polémiques, plus clivés. On sent à la lecture des messages que le débat s'électrise un peu plus, en tout cas dans la teneur des messages. Il s'électrise sur quoi? Il s'électrise justement sur le fait qu'il va sur un... Qui va sur le terrain, sur les mots qu'il emploie, sur sa communication. Il franchit un pas et les internautes le commentent amplement. On a deux catégories d'ailleurs de messages qui s'opposent, avec d'une part les communautés concernées, avec des mots comme massacre, oublié, martyr, des mots très forts qui sont employés
dans les messages, et d'autres communautés qui évoquent le besoin plus de réciprocité et de pardon. Donc on sent qu'à partir de cette date, il y a aussi un besoin d'apaisement qui émerge. Un besoin d'apaisement. Oui, avec des messages qui soulignent que désormais, pour aller de l'avant, il doit y avoir des efforts aussi des deux côtés. Donc il y a un grand volume de messages qui est plutôt neutre à notre surprise qu'on a fait l'analyse des messages. Ah, c'est-à-dire que finalement, là, c'est pas une question de réparation, c'est une question de passer à autre chose et d'arriver finalement à solder... Exactement, d'apaisement. Donc oui. Je sais pas si dire solder les comptes, en tout cas passer... Ouais, apaiser, ça veut dire aussi passer à autre chose. Ça vous étonne, ça, d'ailleurs ? Connaissant pas les émetteurs des messages, c'est difficile, mais effectivement, il est pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas directement concernées, sans doute qu'il y a l'idée que plusieurs pas ayant été effectués successivement par le président Hollande en 2012, par le président Macron, il peut y avoir l'impression que, d'une certaine façon, ce contentieux est apuré et qu'il n'a pas de conséquences dans le présent. Oui. Alors qu'une partie des personnes considère, et vous l'avez montré dans un tweet en début d'émission, que ce qui s'est passé ce jour-là est certes exceptionnel, mais ne s'est pas interrompu du jour au lendemain, est devenu beaucoup moins intense dans, bien sûr, le degré de violence, mais avec des confrontations, des violences et des meurtres racistes qui ne se sont pas interrompus du jour au lendemain. Oui, donc il y a certains qui voient une continuité. Il y a un présent du passé et d'autres qui considèrent qu'il faut couper. Ouais, qu'il faut séparer. Il y a le passé et puis il y a aujourd'hui. Donc merci Victor Bourry. On a parlé des mots, mais quid des images et des choix de l'Élysée autour de cet anniversaire hautement symbolique du 17 octobre 61. On regarde les images, attention, cherchez l'erreur, et on accueille Philippe Lanchener, communicant, pour parler de ces images du président au pont de Bezons, près de Paris, où avait démarré la marche du 17 octobre. Et on a comme ça plusieurs minutes d'images. Sans un mot, sans un discours. Alors, c'est étonnant parce que dans le tweet du président, il dit les mots qu'on a commentés tout à l'heure. Il y a un communiqué publié dans la foulée, qui stipule, je cite, « Le président a dit », a dit tout ce qu'on voit dans le tweet, sauf qu'on ne l'entend pas dire lors de cette cérémonie, ce qui est quand même assez étonnant. Philippe Lanchener, ça veut dire, bonjour d'abord, ça veut dire qu'en communication politique, il y a les mots qu'on dit et les mots qu'on écrit. Non, il y a Emmanuel Macron. Ah, c'est-à-dire c'est-à-dire que vous avez, avec ces deux extraits que vous avez montrés, c'est-à-dire celui-ci plus l'intervention devant les harkis. Et les descendants de harkis. Voilà, vous avez en fait toute la politique africaine d'Emmanuel Macron, parce que c'est toujours la même chose si vous regardez bien. Vous avez d'un côté... Ah, c'est pas la politique algérienne. Pour vous, c'est un parallèle parce que vous pouvez coller Ouagadougou en 2017, le Liban, vous pouvez coller Montpellier avec le sommet, vous pouvez coller ça, vous avez toujours la même chose. C'est-à-dire que vous avez un exercice de contrition dans lequel il excelle. Vous avez... L'exercice de contrition, c'est les harkis. Je reprends, voilà. Ouais. Vous avez de l'autre côté l'immersion, l'empathie, pour témoigner d'une proximité absolue avec la vie que les gens vivent et avec les sentiments qu'ils ressentent. Ça, c'est là, quand il est en immersion au milieu d'eux, quand il est sur le pont. De la même façon, vous avez toujours une troisième chose qui est l'appui intellectuel. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être baqué par Benjamin Stora quand il s'agit de l'Algérie, par Bembe quand il s'agit le philosophe essayiste. Il s'appuie effectivement sur des figures intellectuelles qui donnent une caution intellectuelle. Vous avez rationnel, émotionnel, intellectuel. Vous avez le triangle de la communication macronienne, avec au milieu toujours, parce que si on oublie qu'il a 40 ans, on ne peut pas comprendre, une culture du clash et du parler-cash qui, après tout, rappelle qu'il est de sa génération. Oui, donc vous avez cité ces trois ingrédients, vous approuviez. Pour vous, c'est un peu la même chose, où il y a quand même une spécificité algérienne? En tout cas, cette analyse me paraît tout à fait pertinente, mais on peut aussi dire qu'il y a des mots qui sont parfois difficiles à dire. Si on analyse l'histoire des cérémonies sur l'esclavage, la traite, la colonisation, ici le 17 octobre 61, même quand il y a reconnaissance, les reconnaissances sont souvent muettes, comme s'il était difficile d'affirmer un certain nombre de choses clairement, puisque ce sont des sujets qui continuent d'être clivants, non pas qu'ils soient irrecevables par la société,
mais parce qu'il y a des groupes politiques qui mettent ces sujets sous tension. Et d'une certaine façon, pour Emmanuel Macron ici, en allant sur le pont de Bezons, il rendait un hommage qui n'avait jamais été rendu. Ouais, et en mais ne disant rien. Le mot inexcusable, qu'effectivement tout le monde parle de ce mot, mais il ne le prononce pas, c'est ça qui est incroyable. En ne disant rien, il évitait aussi de donner prise à tout un ensemble. Il évite l'image, quoi. Oui. Non, mais là, le fait de se taire, de ne rien dire et de montrer que il faut avoir de la compassion, parce que tout de même, on parle de morts et de gens qui ont été balancés. Oui, non, bien sûr, c'est un sujet dramatique. On n'a jamais su exactement combien de personnes étaient mortes. Et donc, bien sincèrement, on peut reconnaître une justesse à ce moment-là. Émotionnel. Oui. Cela dit, du côté des réactions, que ce soit dit ou écrit, je parle des réactions de politique, on n'a pas l'impression que ça ait changé grand-chose, puisqu'à gauche, de Jean-Luc Mélenchon à Yannick Jadot, on considère que le président a raté l'occasion de parler de crime d'État. En clair, il aurait fallu aller plus loin. Tandis qu'à droite, certains, comme Éric Ciotti ici, considèrent qu'on est dans la propagande victimaire et anti-française et qu'il y a des massacres de harkis et de pieds noirs jamais commémorés. On voit que là, à droite, il y a vraiment ce thème, effectivement, dès qu'on parle d'excuses, de victimisation, voilà, c'est dénoncé à droite. Et pourtant, il y a 25 ans, Jacques Chirac, président de droite, reconnaissait la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Donc on se demande si Emmanuel Macron est dans ses pas ou pas, Emmanuel Blanchard, tout simplement. Peut-être qu'il aurait voulu pouvoir avoir lui aussi un grand discours tel que celui de 1995, mais sur le sujet franco-algérien, sur le sujet du passé colonial de la France, ce n'est pas possible. Il faut imaginer que... Et pourquoi c'est pas possible? Jacques Chirac, il ne le fait pas tant de temps que ça après. Oui, mais Jacques Chirac, il parle à un moment où il y a un relatif consensus dans la société pour l'admettre. Ici, Emmanuel Macron doit plutôt être très satisfait d'apparaître au centre du débat politique, dans le sens où à la fois il est allé plus loin et en même temps il cristallise des oppositions des deux côtés, donc il se remet au centre du débat politique. Peut-être qu'il rêvait effectivement d'être Jacques Chirac en 95, sauf que voilà, la mémoire n'est pas apaisée sur ce sujet-là et il se replace au centre du jeu, ce qui a quand même un mérite. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, il n'est pas face à un bloc politique et sémantique. Vous en avez eu deux précédemment. Le premier, c'est l'esclavage, qui a fait que ça a été facile de reconnaître la responsabilité dans l'esclavage. Vous avez eu le Veldiv, où ça a été facile de reconnaître le Veldiv. La responsabilité de la France. Là, vous n'êtes pas face à un bloc. Vous n'êtes pas face à un bloc, et il y a en plus, de l'autre côté de la Méditerranée, un État. Un État qui est un régime autoritaire, qui est dans une crise. Quand les États autoritaires sont dans des crises, ils ont toujours la même chose et le même réflexe facile. Peut-être avant de vous faire réagir, je voulais qu'on revienne justement sur l'historique et le passif, puisque Emmanuel Macron n'a pas attendu la campagne présidentielle de 2021 pour s'intéresser à la mémoire et demander pardon. En 2018, déjà, il prononçait ce mot lors d'une visite à la veuve de Maurice Audin, mathématicien français et militant de l'indépendance, assassiné en Algérie. Non, ce serait plutôt à moi de vous demander pardon. Ce pardon de 2018 paraît dans la droite ligne de ses propos de campagne de 2017. D'abord, lors d'une visite en Algérie, là il est bien en Algérie et il parle à la télé algérienne. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. La colonisation est un crime contre l'humanité. En pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'attire les foudres des pieds noirs. J'en ai blessé, je le sais, pour des mauvaises raisons. Je les regarde dans les yeux et je leur dis que je les aime. Je les aime, mais je vais le faire. Et c'est vrai, quand on revoit ces extraits aujourd'hui, on a l'impression qu'en 2017, il a un cap très clair. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Déjà, je pense qu'il faut distinguer les deux moments. Le discours de 2017 et le discours d'un candidat à la présidentielle. On a envie de dire aujourd'hui aussi. Non, mais il parle en son nom. Il ne parle pas au nom de la France. Tout à fait. Il parle en son nom et il parle en Algérie. Où l'utilisation de crimes contre l'humanité apparaît comme quelque chose d'évident. Il parle en Algérie, mais on est en campagne présidentielle et c'est commenté en France. Voilà, mais il s'exprime en Algérie à ce moment-là. Quand il parle comme président de la République avec Madame Josette Audin, quelques semaines, quelques mois avant qu'elle ne décède, c'est-à-dire le temps qui s'est passé pour la reconnaissance, ici, c'est la parole du président de la République. Et la parole du président de la République, ici, elle est importante. Parce qu'encore une fois, il y a eu les mots que nous avons vus, mais il y a aussi eu un communiqué. Et dans les mots que nous voyons ici, il apporte la réponse attendue depuis des décennies par cette femme. Mon mari
n'est pas disparu, il a été tué par l'armée Et française. il le fait dans quelque chose effectivement de très intimiste, Voilà. qui Mais est derrière, un peu dans derrière, son il y a un style communiqué de qui a beaucoup confrontation plus de directe. force. Voilà, beaucoup plus de force. Beaucoup plus de force parce qu'il reconnaît en tant que président de la République que Maurice Audin est un cas parmi d'autres. Il l'a d'ailleurs fait ensuite en reconnaissant Ali Boumendjel. En disant, 2021. Oui. Mais Et alors, donc là, qu'est-ce qui s'est passé alors depuis pour que justement là il ait cette phrase, on le voit bien, enfin on a commencé l'émission avec ça, sur la nation algérienne qui s'est constituée avec la colonisation. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, un président français ne devrait pas porter de récit sur ce qu'est une autre nation. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous pensez qu'il lance une dynamique avec les pouvoirs algériens ou le pouvoir algérien, ou alors qu'il n'en attend plus rien, comme on l'entend par moment, hein, qu'il n'attend plus rien des autorités algériennes parce qu'il a peut-être été déçu, tout simplement? En tout cas, qu'il en ait conscience ou pas, c'est peut-être toujours la même chose du point de vue de la rhétorique. En revanche, du point de vue du fond, il est passé d'une position qui était très recevable par l'Algérie, qui était une position anticolonialiste. Oui, on l'a vu en 2017, ça faisait plaisir, il n'y a pas de problème. Le crime contre l'humanité. Et donc, si on revient juste à cette séquence où il s'adresse à l'État algérien, là, il reprend des poncifs coloniaux. Dire que l'Algérie n'existait pas avant la présence française en tant que nation, c'est un poncif colonial. Bon, écoutez, c'est compliqué, la mémoire voilà, de la guerre d'Algérie, avec réparation ou sans réparation. On voit bien que c'est un sujet complexe et passionnel. C'est un sujet qui va nous emmener directement en salle de montage avec Marie Lebon, Aurélien Tillier et Diane de Charmas, qui vont se coucher tard, comme disait un ancien président. Ou se lever tôt. Ou les deux.